Bonjour et bienvenue dans Market Selling. Ici, pas de poncif sur le storytelling ou le personal branding. Pas de conseils non plus pour créer la prochaine licorne, mais du vrai et du concret. Je suis Christophe Marguerry, créateur du Market Selling, une méthode née de ce que j'ai vécu, construit et parfois planté. Dans ce podcast, je vous partage mes quelques décennies d'expérience, mes recherches et réflexions qui m'ont permis de construire cette méthode avec comme adage, pour vendre, il ne faut pas vendre, il faut inciter à acheter. De la vente de costumes au sentier, mon travail pour des éditeurs de jeux vidéo en passant par la mise en place des premières bornes de satisfaction en France, j'ai créé des entreprises, j'en ai repris et j'en ai, une fois encore, aussi planté. Aujourd'hui, je me consacre à développer mon courant de pensée qu'est le market selling. Tout cela entre succès, déception, fun et surtout de très belles rencontres. À chaque épisode, je vais aborder des sujets très variés sur la vente, le marketing, l'IA, les neurosciences et tout ce qui me passionne. Et parce que la vérité ne se trouve pas dans les théories, je vais interroger des femmes et des hommes de la vraie vie. Des professionnels qui vivent les transformations de leur métier et ont accepté d'en parler avec sincérité. Alors si cette philosophie vous embarque, décollons tout de suite avec ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où une fois encore, je réagis à ce que je viens d'entendre ou en tout cas à ce que je viens de vivre pour le transposer dans le monde professionnel. Des professeurs qui n'en peuvent plus de corriger des copies rédigées avec ChatGPT. Ils demandent à leur direction d'acheter des logiciels pour détecter les tricheurs. Des logiciels capables de flairer le passage d'un LLM comme ChatGPT, Gemini, Claude ou encore Perplexity. Et pourquoi ce cri ? Quelle est la source de ce rejet viscéral ? Est-ce la peur que nos enfants deviennent des perroquets qui copient, collent sans réfléchir ? On pourrait le penser. Mais on pourrait aussi rappeler que ces enfants sont déjà largement façonnés par TikTok, YouTube et les réseaux, au point que certains n'assistent même plus aux cours et obtiennent toutefois leur bac. Comment ? Grâce au professeur YouTube. Et parfois, il explique mieux. J'en veux pour exemple le succès de Hugo Décrypte. Alors, est-ce réellement un combat contre l'IA ou un refus de changer, d'apprendre un nouvel outil, d'évoluer ? Ou bien au fond, une inquiétude légitime, celle que l'IA soit réellement un danger pour le développement cérébral des générations futures. Mais ce qui me frappe, c'est qu'aucun programme du secondaire, aucune école de commerce parmi celles que je côtoie et que je paye, je ne le cache pas, n'a encore intégré un cursus commun sur l'IA. Et les enseignants, pour la grande majorité de ceux avec qui j'ai échangé, on parlera même de jouter, n'ont pas modifié leur manière de faire, ni dans l'enseignement, ni dans l'évaluation. Et vous allez le voir, la réciproque est parfaitement vraie dans le monde du travail. Une parenthèse quand même personnelle avant de démarrer concrètement ce podcast. Pour ceux qui penseraient que je règle mes comptes avec l'éducation nationale, ce n'est pas le cas. Autant vous dire que je n'aimais pas forcément l'école. Et pourtant, j'y suis resté plus longtemps que beaucoup. Et oui, j'ai redoublé seconde, première et terminale. Pour quelqu'un qui n'aimait pas trop y aller, c'était pas la meilleure des idées. J'ai donc mis 2 fois plus de temps que les autres, mais c'est précisément cette lenteur qui m'a appris à ne plus vouloir perdre mon temps. Depuis, je cherche à apprendre chaque jour et je cherche surtout à creuser, trouver des solutions pour acquérir un maximum d'informations. Et à ce titre, je dis merci à tous ces profs. Mais revenons à ces fameux professeurs auxquels j'ai proposé une solution simple. Oui, il s'avère que j'en ai rencontré une poignée qui était bien remontée contre l'IA et nous avons donc eu un échange. Échange pas si évident que ça. Mais plutôt que de faire dépenser des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros dans des solutions de contrôle, autrement dit du flicage, qui va juste générer des techniques de triche un peu plus ingénieuses pour les étudiants, je leur ai demandé pourquoi ne pas revoir le contrôle lui-même. Et à ceux qui me disaient « je passe 30 heures à corriger des copies faites par ChatGPT », je répondais « parfait, je vais vous faire gagner 15 heures de votre temps et augmenter la valeur pédagogique de votre cours ». Je ne vous cache pas que l'incrédulité était plutôt en place plutôt que l'écoute, mais on arrive à un moment à échanger. Prenons une classe de 30 élèves, 1 mois de cours sur un sujet donné et en fin de période, un dossier à rendre. Le sujet est donné par le professeur et au bout de ce mois, il reçoit 30 dossiers à corriger. Temps moyen, entre 45 minutes et 1h15 par copie selon le degré de sérieux ou le plaisir de lire une bonne copie. Résultat, entre 25 et 35 heures de correction. Et selon les études récentes, plus de 50% de ces contenus sont aujourd'hui rédigés, au moins en partie, par des IA.
Certains étudiants oublient même de remplacer les mots entre crochets. Vous savez, ceux que ChatGPT vous propose pour que vous puissiez y mettre soit votre nom, soit le nom d'un autre sujet. Bon, bref, ça arrive. Mais ceux-là, en tout cas, font gagner du temps à leurs profs puisque je pense que là, ils sont vite corrigés. Toujours est-il qu'au final, que mesure-t-on? La capacité à reformuler un prompt correctement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que j'ai proposé, c'est ceci. Les étudiants rédigent leur dossier, avec ou sans IA, peu importe. Ensuite, ils le défendent à l'oral. 20 minutes chacun. Le professeur n'est plus un correcteur de machine, mais un évaluateur de compétences. L'étudiant doit synthétiser, expliquer, incarner. Il faut parler, structurer sa pensée, choisir ses mots. C'est ça la vraie compétence. Et dans l'entreprise, c'est ce que nous attendons. Quelle embauche aujourd'hui s'est faite uniquement par écrit? Aucune. Quel contrat s'est réellement signé sans jamais se parler? J'aurais tendance à dire aucun. Et quel bon commercial n'a pas un jour décroché son téléphone au lieu d'attendre une réponse par email? J'espère aucun. Bien que ce soit un petit peu la mode et que la peur du téléphone grandisse chez les plus jeunes. Alors, parce qu'on est à l'heure des écrans, l'échange oral redevient un avantage compétitif. Savoir parler, c'est savoir convaincre, rassurer, séduire. Et d'ailleurs, selon Opinionway en 2022, 72% des recruteurs estiment que les compétences orales sont plus décisives que le diplôme. Intéressant. Sauf que les deux ne s'apprennent pas au même endroit. Et oui, j'ai rarement eu à apprendre l'expression orale pour le business à l'école. Alors revenons à notre professeur. Pour lui, cette solution, c'est 15 heures de gagné. Pour l'étudiant, c'est 20 minutes pour prouver qu'il comprend, qu'il s'approprie et qu'il est capable de défendre une idée. Et pour l'entreprise qui le recrutera demain, c'est un collaborateur potentiellement opérationnellement dès le premier rendez-vous client. C'est une personne qui va être capable de prendre la parole en réunion en synthétisant son propos plutôt que d'essayer d'inventer des choses et de délayer un sujet inintéressant. Donc c'est une force que de savoir s'exprimer, c'est une force que de savoir synthétiser du contenu et de le rendre à l'oral. Mais non, ce jour-là, je n'avais pas de public. 80% des professeurs présents ont crié au scandale. Je n'ai entendu que des blocages, de la suspicion et surtout le refus de voir le monde tel qu'il est. Enfin, le refus de voir le monde de l'entreprise tel qu'il est. Et pourtant, en entreprise, l'IA est là. Alors hélas, j'ai entendu des phrases qui m'ont vraiment secoué. Christophe, tu ne diras pas qu'on a échangé sur des astuces de ChatGPT parce que mon boss dit que c'est pour les feignants. J'étais éberlué. Je n'ai pas compris ce propos-là. Et surtout, j'ai compris une chose, que la personne qui n'avait pas le droit de l'utilisait quand même. Alors pour les entreprises, je comprends la crainte pour la sécurité des données. Mais interdire l'IA sans former, c'est ouvrir la porte à tous les dangers. Selon une étude d'ailleurs d'IFOP en janvier 2024, 42% des actifs ont déjà utilisé une IA au travail sans en informer leur hiérarchie. Gratuitement, sans sécurisation, sans charte et surtout sans filtre. Et ça, c'était en 2024. On a dû grandement augmenter aujourd'hui. Résultat, on se retrouve avec des prompts contenant des noms de clients, des documents confidentiels, des chiffres internes probablement, et tout cela sans contrôle. L'IA ne va pas tout remplacer, mais elle donne un avantage. Elle fait gagner du temps et pour ceux qui savent l'utiliser, elle devient un amplificateur de talent. Elle rend meilleurs les bons et elle galvanise les curieux. Pour moi, l'IA est un outil et un des rares outils qui permet de tirer les gens vers le haut. Oui, plus tu as de vocabulaire, et plus l'IA va être précise dans ses réponses, parce que elle connaît tous les mots. L'entreprise peut aujourd'hui faire ce que l'éducation nationale ne peut pas. Elle peut décider rapidement. Et oui, mettre en place une stratégie d'usage, identifier des ambassadeurs en interne, créer une culture, là aussi d'usage et de partage. Elle peut aussi décider d'en faire un levier business, pas un gadget, un levier de transformation. Et on ne parle pas de solutions compliquées, on parle simplement des LLM, des ChatGPT, des Gemini, des Perplexity. On ne parle pas de développer de no-code, non, on est réellement dans cette petite partie de l'IA que sont ces outils que l'on entend depuis qu'OpenAI en novembre 2022 nous en a informés. Et pourquoi l'IA ne fait pas peur à ceux qui savent pourquoi ils travaillent? La vraie différence entre l'école et l'entreprise, c'est que l'entreprise a un objectif. Elle mesure, elle arbitre, elle évolue. Elle est dans sa position où elle utilise un outil et elle en voit la rentabilité. Les professeurs et l'éducation nationale n'a hélas pas d'objectif. Transmettre l'IA n'apporte rien dans un objectif qui n'est pas défini. Pour le professeur, il transmet son cours et ça s'arrête là. Il n'a pas de ROI.
il n'a pas de retour sur utilisation. Ainsi donc, la peur est concrète, mais elle n'a pas de débouché pour obtenir quelque chose de meilleur, ce qui n'est pas vrai dans l'entreprise. C'est ça la grande différence. Et donc, il est temps que l'usage de l'IA cesse d'être une question de confort personnel ou de méfiance abstraite. Elle n'est pas là pour remplacer le cerveau. Elle est là pour libérer du temps de cerveau. Vous vous rappelez ce président de TF1 qui avait dit qu'il vendait du temps de cerveau disponible? Alors on lui a crié dessus, etc. Et en même temps, il n'avait pas tort, puisqu'il mettait les gens en condition pour être disponibles pour voir de la publicité. Il est intéressant de voir que l'IA est un peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va aller pousser le cerveau, elle va aller l'amplifier, si toutefois elle est bien utilisée. Pour conclure sur cette réflexion sur le bon usage de l'IA en entreprise, j'ai établi quelques éléments et quelques repères. Refuser ou ignorer l'usage de l'IA générative dans votre entreprise, ce n'est pas une protection, c'est un aveuglement risqué. Vous allez déjà perdre un avantage concurrentiel, parce que l'IA, on l'a vu, fait gagner du temps, réduit les tâches répétitives et surtout stimule l'innovation. Les entreprises qui l'adoptent correctement prennent une avance réellement opérationnelle. Hub Institute, en 2024, estime que 30% de productivité ont été gagnés pour les salariés qui l'utilisent. Et McKinsey, en 2023, juste un peu avant, expliquait que la rapidité dans la rédaction des contenus, des emails, des synthèses et des appels d'offres était de 40% de gains. Ça veut dire que ne pas utiliser l'IA aujourd'hui, c'est courir moins vite que ses concurrents. L'autre point aussi, c'est que vous risquez de laisser vos collaborateurs l'utiliser en cachette, on l'a vu. Interdire ne supprime pas l'usage. 42% des actifs français utilisent déjà ChatGPT ou une IA sans en informer leur entreprise. Ça, c'est une étude qui a été faite par IFOB et Hub Institute en janvier 2024. Le résultat, aucune visibilité pour l'entreprise, aucune traçabilité et un risque majeur de fuite de données sensibles via des outils gratuits et non sécurisés. Et enfin, le dernier point dont nous n'avons pas encore parlé mais qui est majeur, c'est que vous perdez en attractivité RH. Et oui, les jeunes talents formés ou plutôt auto-formés à l'IA vont être éberlués que vous ne possédiez pas un ChatGPT d'entreprise ou des outils pour le faire. En ne proposant pas l'IA, c'est paraître en retard, voire rétrograde. Une entreprise qui ne parle pas IA en 2025, c'est comme si elle parlait le langage de 2015. Et j'ai déjà entendu des réflexions des plus jeunes, qu'ils soient en alternance ou arrivant dans une entreprise, se plaignant de ne pas pouvoir utiliser l'IA. N'oubliez pas qu'ils ne savent plus travailler sans. Intégrer l'IA en entreprise, ça veut dire mettre en place des règles d'usage et qu'il faut adopter maintenant. Avant tout, il faut un cadre clair. Il faut un cadre clair qui, j'espère, est adapté à toutes les entreprises. Il y a une charte d'usage IA, alors elle peut être orale, moi j'aime bien quand c'est écrit, au moins c'est factuel, et on va aller dire concrètement ce qui est autorisé, la rédaction, la synthèse, la reformulation. Et puis ce qui est interdit, partage de données confidentielles, prompt contenant des noms de clients, des données financières. Et on va valider tous les outils que l'on peut utiliser. Un ChatGPT entreprise, un Mistral intégré dans une API, ça c'est pour les plus grosses entreprises ou dépendamment de votre activité. Mais au moins on définit quels sont les outils autorisés. Et bien évidemment, puisqu'on a des outils, on forme les équipes et on les forme à une utilisation stratégique. On ne va pas les former sur le développement de l'intelligence artificielle, on va les former sur ce dont ils ont besoin. On va organiser une sensibilisation générale, ça prend environ 1 à 2 heures généralement, et selon les usages, les risques et les opportunités, chacun pourra être informé. Ensuite, on va former les managers pour qu'ils puissent encadrer, et bien, comme on l'a vu, sans censurer bien évidemment. Et enfin, on va créer en interne des référents capables d'accompagner et d'évangéliser. Là encore, dépendamment de la taille de votre entreprise, vous allez pouvoir le mettre en place. Ça peut être vous qui êtes dirigeant d'une entreprise ou dirigeante et qui avez cette sensibilité-là qui allait faire office justement de mentor. Enfin, on va protéger les données sensibles. On ne va jamais utiliser d'IA gratuite pour traiter, comme on le disait tout à l'heure, des noms de clients, des éléments contractuels, des chiffres non publics et surtout des données RH. On va préférer des solutions sécurisées et enfin, on va vérifier les conditions générales d'utilisation de ces outils. Et oui, contrairement à tout le monde, on va aller lire les petites lignes. Dernier point, on va aller encourager l'expérimentation de manière encadrée. On va créer des cas d'usage tests au niveau de la communication, des ressources humaines, du commercial, du support client. On va évaluer les gains de temps, de qualité, de satisfaction et on va faire des retours d'expérience collective pour capitaliser. Ça paraît un peu complexe, mais finalement,
c'est se parler pendant 20 minutes de ce que j'ai bien fait, de ce qui a marché, pour faire évoluer tout le monde. Et à la fin, vous verrez que vous pourrez mesurer l'impact de cette IA par rapport au temps, à la qualité, d'ailleurs la qualité perçue par les clients comme en interne, et puis surtout des risques évités. Si vous avez un responsable RGPD, il y a tous ces éléments qui vont pouvoir être validés. Nous arrivons à la fin de cet épisode et je tiens vraiment à répéter que je n'ai rien contre l'éducation nationale, sinon je n'y serais pas resté aussi longtemps. Et j'aurais grand plaisir à échanger avec vous. Alors si vous avez des anecdotes ou des conseils à partager, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. C'est le meilleur endroit pour échanger et pour partager aussi avec toute ma communauté. Je vous dis à bientôt. Cet épisode n'a pas été écrit avec l'IA, il a été propulsé, augmenté, accompagné par l'IA et j'espère que vous en aurez profité et que vous pourrez utiliser les quelques conseils que j'ai dispensés. À très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura inspiré parce qu'il a été fait pour vous partager des idées et des réflexions qui vont vous permettre d'agir. Alors un grand merci pour votre écoute et je fais comme tout le monde parce que j'ai envie de partager avec le plus grand nombre. Abonnez-vous pour ne rien manquer, partagez avec des personnes que vous estimez et si l'envie de me booster est là, mettez des étoiles comme celles que j'ai dans les yeux à chaque fois que je les vois. Mais surtout, et une fois encore, merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.